Clinton Carter se réveilla après la nuit de Noël, épuisé au-delà des mots. Mais au lieu de l'appartement exigu qu'il connaissait par cœur, il se retrouva allongé dans un manoir, la lumière du feu dansant sur les plafonds voûtés et l'odeur de cannelle emplissant l'air. Son cœur bondit lorsqu'il réalisa que sa fille n'était pas à ses côtés. Près de la cheminée était assise la femme qu'il avait secourue la veille, celle qui avait été piégée dans la tempête de neige. Quand la lumière effleura son visage, Clinton se figea. C'était Vivienne Constance, sa PDG. Mais pourquoi une femme d'un tel pouvoir aurait-elle amené un père célibataire jusque dans son domaine? Et quel secret cachait-elle derrière ses yeux si prudents? Clinton Carter avait 36 ans et travaillait dans les services de maintenance et d'entretien chez Sterling Tech. Ses journées commençaient avant le lever du soleil et se terminaient bien après que la plupart des employés étaient rentrés chez eux dans des maisons chauffées. Il vivait dans un appartement en location avec sa fille Mathilda, âgée de 7 ans, dont les yeux curieux semblaient en saisir tout ce que les adultes essayaient de cacher. L'appartement comptait 2 petites pièces, une cuisine dotée d'une cuisinière qui fonctionnait les bons jours, et des fenêtres qui claquaient quand le vent soufflait fort. Clinton avait autrefois fait preuve d'un véritable talent en ingénierie mécanique. Avant la naissance de Mathilda, il s'était inscrit à des cours du soir et avait impressionné ses professeurs par sa compréhension intuitive des systèmes et des réparations. Mais lorsque sa femme était partie sans prévenir, emportant uniquement sa valise et laissant une note disant qu'elle n'en pouvait plus, Clinton avait abandonné ses études pour se concentrer sur la survie quotidienne. C'était un homme calme qui ne se plaignait jamais et n'acceptait jamais de refuser une demande d'aide, même si cela signifiait rester tard pour réparer une chaudière en panne ou déboucher une canalisation. Les autres agents d'entretien l'appréciaient. Le personnel administratif, lui, ne le remarquait presque jamais. Il portait chaque jour la même tenue bleu marine et baissait les yeux quand les cadres le croisaient dans les couloirs. Au fond de lui, il portait un poids qu'il n'avait jamais osé nommer à voix haute. Le sentiment d'avoir échoué quelque part en chemin et que son salaire modeste et sa position humble n'étaient que ce qu'il méritait. Vivienne Constance avait 34 ans et s'était forgé une réputation qui la précédait dans chaque salle de conseil. On l'appelait la reine de glace. Ses cheveux blonds tombaient en douces vagues, contrastant avec les lignes nettes de ses costumes sur mesure. Elle était belle d'une manière qui tenait les gens à distance, comme si l'admirer de loin était plus sûr que de s'approcher. Elle dirigeait Sterling Tech avec précision et discipline, et ses employés la respectaient, même s'ils murmuraient qu'elle ne souriait jamais, ne montrait jamais de faiblesse et ne laissait personne voir derrière le masque. Ce qu'ils ignoraient, c'était que Noël était le jour qu'elle redoutait le plus. Cette date était liée à des souvenirs d'enfance, une nuit de flammes, de cris et de mains qu'il avait arrachées à des pièces remplies de fumée. Chaque décembre ramenait cette angoisse, serrant sa poitrine jusqu'à ce qu'elle puisse à peine respirer. Cette année-là, elle avait tenté de rentrer tôt pour éviter la fête de bureau, afin de s'enfermer avant que la panique ne la submerge. Mais la tempête de neige était arrivée plus vite que prévu par les bulletins météo. Sous le pouvoir et l'apparence froide, Vivienne portait une pression qui ne s'atténuait jamais. La directrice financière, Helen Farrar, convoitait son poste et ne s'en cachait pas. Le conseil d'administration remettait en question ses décisions. Les actionnaires surveillaient chacun de ses gestes, attendant une erreur qui justifierait de la remplacer par quelqu'un de plus facile à contrôler. Mathilda Carter avait 7 ans et avait appris à lire le monde à travers les petits détails. Elle remarquait quand les épaules de son père se tendaient, quand son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux, quand il sautait des repas pour économiser. C'était une enfant brillante qui adorait réparer des choses aux côtés de son père, lui tendant des outils et posant des questions sur le fonctionnement des machines. Elle croyait à la magie de Noël avec la certitude absolue propre aux enfants, que de bonnes choses pouvaient arriver si l'on souhaitait assez fort. Mathilda était celle qui voyait les liens que les adultes manquaient, celle qui percevait la tristesse même quand les gens feignaient d'aller bien. Elle devint le pont de cette histoire, celle qui dénouerait les nœuds émotionnels que les adultes avaient noués trop serrés pour les défaire eux-mêmes. Helen Farrar était vive d'esprit et ambitieuse, une femme qui s'était frayé un chemin jusqu'au poste de directrice financière et qui convoitait désormais la première place. Elle était stratégique dans sa cruauté, ne frappant jamais ouvertement, mais observant toujours, attendant toujours le moment où Vivienne trébucherait. Helen conservait des dossiers sur tout le monde, traquait chaque décision
et cultivait des alliés au sein du conseil qui partageaient sa vision d'une entreprise gérée avec une efficacité impitoyable, contrairement à l'approche plus prudente de Vivian. Elle avait aussi un secret, quelque chose d'enfoui dans son passé, lié à la famille Constance, une dette jamais reconnue et une rancune jamais relâchée. La veille de Noël arriva avec une tempête de neige qui transforma la ville en un tourbillon blanc. Clinton et Matilda rentraient du supermarché, leur souffle formant des nuages dans l'air glacé, lorsqu'ils aperçurent la voiture. C'était une berline noire élégante, glissant sur la glace près du bord d'une colline abrupte. Le vent hurlait, poussant le véhicule centimètre par centimètre vers le précipice. Clinton n'hésita pas. Il courut, ses bottes glissant sur la neige, et atteignit la portière côté conducteur juste au moment où la voiture commençait à glisser plus vite. Il arracha la portière et sortit la femme, la portant presque à moitié loin du véhicule quelques secondes avant qu'il ne bascule dans le ravin et ne s'écrase en contrebas. La femme tremblait violemment, les yeux écarquillés par la terreur. Quand les phares d'une voiture passante balayèrent leur silhouette, elle tressaillit comme si on l'avait frappée, plaquant ses mains sur son visage. Clinton reconnut cette réaction, la manière dont le traumatisme peut ressurgir sans prévenir, et s'agenouilla près d'elle, parlant d'une voix basse et posée. Matilda s'accroupit à ses côtés et tendit la main pour toucher le bras de la femme. « N'aie pas peur, dit la petite fille. Mon papa est très doué pour aider les gens. » Ce ne fut que lorsque la femme baissa les mains que Clinton vit clairement son visage. Vivian Constance, sa PDG, la femme qui dirigeait l'entreprise où il nettoyait les sols et réparait les machines. Elle ne ressemblait en rien à la cadre impassible qu'il observait de loin. Ses cheveux blonds étaient emmêlés, son manteau chair déchiré, et ses mains ne cessaient de trembler. Clinton remarqua autre chose. Alors que Vivian tentait de se calmer, sa manche remonta légèrement, révélant une longue cicatrice qui courait sur son poignet. Elle le vit regarder et tira aussitôt le tissu vers le bas, mais c'était trop tard. Puis quelque chose tomba de la poche de son manteau, un collier qui atterrit dans la neige. Clinton le ramassa, brossant la glace. C'était un vieux bijou, la chaîne ternie, gravée de mots qui lui coupèrent le souffle. Constance Fire Division, 1998. Il leva les yeux brusquement. 1998. L'année où son père était mort dans un incendie en répondant à un appel d'urgence. L'année qui avait scindé la vie de Clinton en un avant et un après. Vivian tendit la main vers le collier, mais sa coordination était altérée. Ses gestes lents. « S'il te plaît, » murmura-t-elle, « j'ai besoin de rentrer chez moi. » Clinton lui demanda s'il devait appeler une ambulance. Elle secoua violemment la tête, la panique revenant dans ses yeux. Pas d'hôpital, pas de caméra. Personne ne doit savoir. Elle regarda autour d'elle comme si elle s'attendait à voir quelqu'un surgir de la tempête. Clinton ne comprenait pas, mais il voyait clairement qu'elle était terrifiée. Il l'aida à se relever et lui demanda son adresse. Elle la murmura. C'était de l'autre côté de la ville, dans un quartier où des gens comme Clinton n'allaient jamais. Il dit à Matilda de rester près de lui et guida Vivian à travers la neige jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche. Mais aucun bus ne circulait. La tempête avait paralysé la majorité du réseau de transport. Les mains de Vivian tremblaient tandis qu'elle fouillait son téléphone, mais l'écran était fissuré. L'appareil éteint. Clinton prit une décision. Il la ramènerait lui-même chez elle, même s'il devait marcher à travers la tempête. Matilda serrait fermement sa main et Vivian s'appuyait sur son épaule, sa respiration courte et irrégulière. Pendant ce temps, Helen Farah était assise dans son bureau bien chauffé, scrutant des images de vidéosurveillance sur sa tablette. Elle surveillait Vivian depuis des semaines, à la recherche de quoi que ce soit qu'elle pourrait utiliser. Quand Vivian avait quitté le bureau plus tôt que prévu, Helen avait envoyé quelqu'un la suivre discrètement, juste pour voir où allait la PDG intouchable, lorsqu'elle pensait que personne ne l'observait. À présent, Helen regardait les images que son contact lui avait envoyées. Une vidéo granuleuse d'une caméra de circulation montrant Clinton tirant Vivian de la voiture. Une autre séquence le montrant la soutenant tandis qu'il s'éloignait. Cela pouvait être interprété de dizaines de façons, et aucune ne serait favorable à Vivian. Helen envoya un message à son contact. « Continuez à les suivre. Documentez tout. » Clinton, Vivian et Matilda arrivèrent au domaine Constance près de 2 heures plus tard, trempés et gelés. Le manoir se dressait devant eux,
illuminée de l'intérieur, et Clinton se sentit complètement déplacé. Ce n'était pas son monde. Les portes étaient déverrouillées, comme Vivienne l'avait dit. À l'intérieur, le feu brûlait encore dans l'âtre et l'odeur de cannelle flottait dans l'air, provenant des décorations que Vivienne avait installées quelques jours plus tôt, puis évitées du regard. L'espace était immense, rempli de meubles coûteux et d'œuvres d'art. Mais il semblait vide. Aucun personnel, aucune famille, seulement l'écho de leurs pas sur les sols de marbre. Mathilda regardait autour d'elle, les yeux écarquillés. Clinton sentit son sentiment d'infériorité l'envelopper comme un manteau lourd. Il n'avait pas sa place ici. Il devrait partir dès que Vivienne serait en sécurité. Mais lorsqu'il proposa d'appeler quelqu'un pour rester avec elle, Vivienne secoua la tête. « Il n'y a personne, dit-elle doucement. J'ai renvoyé tout le personnel pour les fêtes. » Elle avança vers le feu, puis s'arrêta brusquement, tout son corps se raidissant. « Les flammes !» Elle ne pouvait pas s'en approcher. Mathilda s'en rendit compte immédiatement. « Elle a peur du feu !» chuchota la petite fille à son père. Ses yeux ont l'air tristes. Clinton comprit alors le collier, les cicatrices, la réaction de Vivienne au phare. Quelque chose d'horrible lui était arrivé, impliquant le feu, et cela remontait à 1988. Dehors, les hommes d'Ellen les avaient suivis jusqu'au domaine. Ils s'étaient postés près des fenêtres, appareils photo en main, prenant des clichés de Clinton, se déplaçant à l'intérieur du manoir, lui apportant une couverture à Vivienne, Mathilda explorant les pièces. Hors contexte, ces images pouvaient raconter n'importe quelle histoire qu'Ellen voudrait. Clinton essaya de rendre Vivienne confortable, faisant chauffer de la soupe dans l'immense cuisine et lui apportant du thé chaud. Elle l'observait du canapé, enveloppé dans la couverture qu'il avait trouvée. Il se déplaçait avec une efficacité mesurée. Un homme habitué à prendre soin des autres. Il vérifiait que Mathilda allait bien, s'assurait qu'elle était au chaud et parlait à sa fille d'une voix douce qui portait à travers la maison silencieuse. Vivienne se surprit à l'observer. Cet homme qui travaillait dans son immeuble, mais qu'elle n'avait jamais vraiment vu. Il avait risqué sa vie pour la sauver sans hésiter, avait marché des kilomètres à travers la tempête pour la ramener chez elle, et maintenant il s'occupait d'elle comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. C'était si différent du monde corporatiste qu'elle habitait, où chaque geste était calculé et chaque gentillesse avait un prix. En le regardant, quelque chose remua dans sa mémoire. La manière dont il bougeait, la ligne de ses épaules, la forme de son visage à la lueur du feu. Elle l'avait déjà vu, mais pas au bureau. Ailleurs, il y avait longtemps, son esprit la ramena en 1998. Elle avait 8 ou 9 ans quand l'incendie avait éclaté dans l'ancien bâtiment Constance, en centre-ville. Son père travaillait tard et l'avait emmenée avec lui. Elle se souvenait de la fumée, de la chaleur, de la manière dont les flammes semblaient vivantes et affamées. Soit elle se souvenait avoir crié, incapable de trouver la sortie. Et puis un garçon était apparu, plus âgé qu'elle de quelques années, le visage couvert de suie. Il lui avait saisi la main et l'avait tirée à travers la fumée, sa prise ferme et assurée. Il l'avait sortie juste avant que le plafond ne s'effondre. Elle n'avait jamais su son nom. Dans le chaos des sirènes et des secouristes, il avait disparu. Mais elle n'avait jamais oublié son visage. Et maintenant, en regardant Clinton dans la douce lueur du feu, elle revoyait ce garçon. La ressemblance était indéniable. Mais s'il était ce garçon, alors son père avait peut-être été l'un des pompiers intervenus cette nuit-là, l'un de ceux qui n'étaient pas ressortis. Sa gorge se serra. Elle voulait poser la question, mais la peur la fit taire. Si elle avait raison, alors sa survie avait coûté tout à sa famille. Comment pourrait-elle affronter cela? Comment pourrait-elle le lui dire? Clinton sentait le poids de la division sociale peser sur lui. Il était un agent d'entretien dans un manoir, un père célibataire à peine capable de payer son loyer, debout dans une maison valant des millions. Il n'avait pas sa place ici. Vivienne était sa patronne, une personne si loin au-dessus de sa condition que même lui parler lui semblait présomptueux. Il se répétait qu'il partirait dès que la tempête cesserait, dès qu'il serait certain qu'elle était en sécurité. Mais Mathilda s'était déjà endormie sur le canapé, recroquevillée sous une couverture, et le vent hurlait toujours dehors. Ils étaient coincés ici, au moins pour cette nuit. Vivienne ne cessait de le regarder, et Clinton se demandait si elle était mal à l'aise d'avoir quelqu'un comme lui chez elle. Il essayait de rester discret, invisible comme au travail. Mais Mathilda, même endormie, avait une manière bien à elle d'occuper l'espace,
de se sentir chez elle. Et Vivienne ne semblait pas du tout dérangée par la présence de la petite fille. En fait, elle la regardait avec une expression que Clinton ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Quelque chose de doux, presque nostalgique. Soudain, l'électricité s'éteignit, plongeant le manoir dans l'obscurité, à l'exception du feu. Vivienne hoqueta, sa panique immédiate et viscérale. Les flammes vacillaient, projetant des ombres folles, et elle recula, sa respiration rapide et superficielle. Clinton alla instinctivement vers elle. « Ça va aller, dit-il. C'est juste une panne de courant. La tempête a dû faire sauter une ligne. » Mais Vivienne ne l'entendait pas. Elle était ailleurs, prisonnière d'un souvenir où le feu signifiait la mort et l'obscurité signifiait être perdue. Mathilda se réveilla, surprise par le ton urgent de son père. « Qu'est-ce qui se passe? »« Reste ici avec elle, » dit Clinton. Il attrapa une lampe torche dans son sac, une habitude acquise après des années de maintenance, et se dirigea vers le sous-sol. S'il y avait un générateur, il pourrait rétablir le courant. Il le trouva rapidement, un système haut de gamme qui avait dysfonctionné à cause d'un fusible grillé. Avec les outils qu'il portait toujours et un peu d'improvisation, il parvint à le remettre en marche. Les lumières clignotèrent puis revinrent, et il entendit Mathilda applaudir depuis l'étage. Quand il remonta, Vivienne se tenait près de la fenêtre, les bras croisés autour d'elle-même. Elle se retourna en l'entendant, et pour la première fois, elle le regarda vraiment. Non pas comme un employé, ni comme un étranger, mais comme quelqu'un qui venait de résoudre un problème qu'elle n'aurait pas pu régler seule. « Merci, dit-elle, la voix chargée d'émotion. « C'est juste mon travail, répondit Clinton, cherchant à minimiser. « Non, dit Vivienne, ce n'est pas le cas. Tu n'étais pas obligé de faire quoi que ce soit de tout cela. » Dehors, l'un des hommes d'Ellen tenta de s'approcher de la maison, traversant le jardin pour épier par les fenêtres. Clinton aperçut un mouvement du coin de l'œil. Il alla à la vitre et vit une silhouette disparaître derrière une haie. « Il y a quelqu'un dehors, dit-il. » La peur de Vivienne monta de nouveau en flèche. Clinton demanda à Mathilda de rester à l'intérieur et sortit dans la tempête. La neige tombait drue, la visibilité quasi nulle. Il vit des empreintes menant loin de la maison et les suivit. La silhouette était rapide, mais Clinton était déterminé. Il la rattrapa près de la limite de la propriété et attrapa l'épaule de l'homme. L'homme se retourna brusquement, l'appareil photo toujours en main, et repoussa Clinton. Ils luttèrent brièvement et l'appareil tomba dans la neige. L'homme s'enfuit, disparaissant dans le blizzard. Clinton ramassa l'appareil et rentra, le froid pénétrant jusqu'à ses os. Vivienne l'attendait à la porte, le visage pâle. « Qui était-ce? »« Je ne sais pas, » dit Clinton, mais ils prenaient des photos. L'esprit de Vivienne s'emballa. Helen? Ce ne pouvait être qu'elle. Elle était la seule à tirer profit d'une situation qui pourrait sembler suspecte. Vivienne pensa à sa position. Une PDG seule dans son manoir avec un employé masculin et son enfant, la nuit de Noël. Aucun témoin, aucun contexte. Entre de mauvaises mains, cela pouvait être tordu en un scandale capable de la détruire. Mais en regardant Clinton, la neige fondant dans ses cheveux, les mains toujours crispées sur l'appareil qu'il avait récupéré, elle sentit quelque chose changer en elle. Il l'avait protégée une fois de plus, exactement comme ce garçon l'avait fait tant d'années auparavant. Elle eut soudain besoin de connaître la vérité. « Clinton, dit-elle, la voix à peine audible, « ce collier que tu as trouvé, tu sais ce qu'il signifie? » Il croisa son regard. « 1998, l'incendie Constance. Mon père faisait partie des intervenants. Il n'est pas ressorti. » Vivienne sentit l'air quitter ses poumons. « J'y étais, dit-elle. J'étais l'enfant qu'ils ont secouru. » Clinton la fixa, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. « C'était toi, la petite fille? »« Oui, dit Vivienne. Et il y avait un garçon. Il m'a sorti avant que le bâtiment ne s'effondre. Je n'ai jamais su son nom. » Elle regarda Clinton, les larmes aux yeux. « C'était toi, n'est-ce pas? » Clinton ne put parler. Le souvenir revint avec une clarté douloureuse. Il avait 14 ans, accompagnant son père cette nuit-là parce que c'était la veille de Noël et que son père lui avait promis un chocolat chaud après son service. Quand l'appel était arrivé, son père lui avait dit d'attendre dans le camion. Mais Clinton avait vu la fumée, entendu les cris, et il était entré quand même. Il avait trouvé une petite fille aux cheveux blonds et aux yeux terrifiés, appelant son père. Il lui avait pris la main et l'avait tirée vers la sortie.
la voix de son père criant de sortir. Il avait mis la fillette en sécurité, mais quand il s'était retourné, le plafond s'était effondré. Son père était à l'intérieur. Et puis, tout avait été fini. « Mon père est mort en te sauvant », dit Clinton. Il n'y avait aucune accusation dans sa voix. Juste un constat. « Je suis désolé », murmura Vivienne, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis tellement désolé. » Mathilda, qui écoutait depuis l'embrasure de la porte, s'approcha et prit la main de Vivien. « Tu n'as rien fait de mal, dit la petite fille. Mon papa m'a expliqué que parfois, des choses horribles arrivent et que ce n'est de la faute de personne. Il m'a dit que son papa était un héros parce qu'il sauvait des gens. Ça veut dire que tu devais vivre. » Vivienne baissa les yeux vers l'enfant. Cette fillette de 7 ans dotée d'une sagesse que la plupart des adultes n'atteignaient jamais, et craqua. Elle s'agenouilla et laissa Mathilda l'étreindre. Et pour la première fois depuis des années, Vivienne se permit de pleurer. Clinton resta à quelques pas, les yeux humides lui aussi, et réalisa quelque chose. Il avait porté pendant 24 ans de la colère et du chagrin à propos de la mort de son père. Mais en regardant Vivien maintenant, en voyant sa douleur et sa culpabilité, il comprit qu'elle portait son propre fardeau depuis tout aussi longtemps et qu'aucun d'eux ne méritait de continuer à souffrir. Le lendemain matin, Helen Farrar passa à l'action. Elle contacta le conseil d'administration et plusieurs médias importants, leur envoyant les photos prises par ces hommes. Elle construisit un récit. La PDG Vivienne Constance avait disparu la veille de Noël et avait été retrouvée dans son manoir avec un agent d'entretien et son enfant dans des circonstances suspectes. Elle insinuait une inconduite, une possible coercition et un manque de jugement qui devrait la disqualifier de son poste. L'histoire se répandit rapidement. Dès le milieu de la matinée, des camions de télévision stationnaient devant le domaine Constance et le conseil avait convoqué une réunion d'urgence. Clinton vit les fourgonnettes de presse arriver et comprit immédiatement ce qui se passait. Il était transformé en méchant, un employé de bas niveau qui aurait manipulé son chemin jusqu'à la maison de la PDG. Il se tourna vers Vivien. « Je devrais partir, ça va te ruiner. » « Non, dit Vivien d'une voix plus forte qu'il ne l'avait jamais entendue. Tu ne vas nulle part. Elle appela son avocat et son chef de la sécurité, exigeant qu'ils la rejoignent immédiatement au bureau. Puis elle se tourna vers Clinton et Mathilda. Clinton regarda sa fille, qui hocha solennellement la tête, puis de nouveau Vivien. « D'accord, dit-il. » Ils arrivèrent ensemble chez Sterling Tech, traversant une foule de journalistes qui hurlaient des questions. Vivien tenait la tête haute. Clinton portait Mathilda et ils ne s'arrêtèrent pour répondre à personne. À l'intérieur, le conseil était déjà réuni. Helen était assise parmi eux, le visage soigneusement neutre, mais ne parvenant pas tout à fait à cacher sa satisfaction. Le président du conseil, un homme âgé nommé Marcus Whitfield, s'éclaircit la gorge. « Vivien, ces allégations sont sérieuses. Nous avons besoin d'une explication. »« Vous allez en avoir une, » dit Vivien. Elle fit un signe à son chef de la sécurité, qui brancha un ordinateur portable à l'écran de la salle de conférence. « Mais d'abord, vous allez regarder quelque chose. » L'écran s'alluma, montrant des images de vidéosurveillance du domaine Constance. On y voyait tout. Les hommes d'Allen rôdant autour de la propriété, prenant des photos par les fenêtres, essayant les portes. On voyait Clinton en chasser l'un d'eux. Des horodatage prouvaient qu'il avait été là pour protéger Vivienne, non pour la menacer. Puis apparurent des images de caméras de circulation obtenues par l'équipe de Vivienne, montrant l'accident. Clinton tirant Vivienne de la voiture, la portant à travers la tempête. « Cet homme a sauvé ma vie, dit Vivienne d'une voix ferme. La veille de Noël, ma voiture a dérapé sur la route pendant la tempête. Clinton Carter a risqué sa propre sécurité pour me sortir du véhicule. Il a marché des kilomètres à travers un blizzard pour me ramener chez moi. Et quand quelqu'un a tenté de s'introduire chez moi, il m'a protégé une fois de plus. » Elle se tourna vers Helen. « Et pendant ce temps, ma directrice financière orchestrait une campagne de dénigrement pour nous détruire, lui et moi. » Les membres du conseil regardèrent Helen, dont le visage avait pâli. Marcus Whitfield se renfonça dans son siège. « Helen, avez-vous une réponse à cela? » Helen tenta de se reprendre, de retourner la situation, mais les preuves étaient accablantes. Le conseil vota sa suspension en attendant une enquête complète. Plusieurs membres s'excusèrent auprès de Vivien. Bien que leur malaise fût palpable,
Ils avaient été prêts à croire le pire. Le récit médiatique bascula rapidement dès que l'équipe de Vivien publia l'histoire complète. Les titres changèrent. Un père célibataire sauve sa PDG lors d'une tempête de Noël. Un agent d'entretien risque sa vie pour sa patronne. La PDG déclare « Je lui dois tout ». La photo de Clinton apparut sur les sites d'information et les gens partagèrent son histoire, louant son altruisme. Mais Clinton y prêtait à peine attention. Il était épuisé, submergé et essayait encore de digérer tout ce qui s'était produit. Vivienne le trouva dans un couloir tranquille, loin des journalistes et des membres du conseil. « Je veux que tu restes, dit-elle, pas comme agent d'entretien, mais comme ingénieur mécanique. C'est ce que tu as étudié, n'est-ce pas? » « Je n'ai pas terminé, dit Clinton. « Mais tu as les compétences, dit Vivienne. Je t'ai vu réparer le générateur, je t'ai vu improviser des solutions sous pression. Nous avons besoin de gens comme toi. »« Je ne sais pas si j'ai ma place ici, dit Clinton. »« Tu as ta place partout où tu choisis d'être, dit Vivienne. Et je choisis de croire que tu as ta place ici, avec moi, et avec Mathilda, si tu acceptes que je fasse partie de vos vies. » Clinton la regarda. Cette femme qui, il y a 48 heures, était une étrangère et qui maintenant lui semblait quelqu'un qu'il connaissait depuis toujours. « Pourquoi? » demanda-t-il. « Parce que tu m'as sauvé, dit Vivien. Une fois quand j'avais 8 ans et une fois il y a 2 nuits. Et peut-être qu'il est temps que je te sauve à mon tour. » Ce soir-là, après le départ des journalistes, la dispersion du conseil et la fin de la crise, Vivienne invita Clinton et Mathilda à rester au domaine jusqu'à ce qu'ils aient tout réglé. Mathilda courut devant, explorant des pièces qu'elle n'avait pas encore vues, et Vivienne marcha avec Clinton dans le jardin enneigé. La tempête s'était calmée, laissant tout recouvert d'un blanc qui scintillait sous la lumière de la lune. « J'ai passé tant d'années à avoir peur du feu, dit Vivien. Peur de cette nuit-là, peur de ne pas mériter de survivre alors que ton père, lui, n'avait pas eu cette chance. J'ai construit des murs autour de moi parce que je pensais que si je restais assez froide, je pourrais tenir la douleur à distance. » « Et maintenant, demanda Clinton. Maintenant, je crois que ces murs ne m'ont tenu que seul, dit Vivien. Elle s'arrêta et se tourna vers lui. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. Tu n'as pas seulement sauvé ma vie dans cette tempête. Tu m'as rappelé que j'avais le droit de ressentir des choses, d'avoir peur et de continuer malgré tout. Que j'avais le droit d'accepter de l'aide, de laisser les gens entrer. Tu as fait de la même chose pour moi, dit Clinton doucement. J'ai passé des années à penser que j'avais échoué, que je n'étais pas à la hauteur, que mon travail, mon appartement et ma vie étaient tout ce que je méritais. Mais toi, tu as vu autre chose. Tu as vu quelqu'un qui valait la peine d'être protégé, défendu devant le conseil, cru en. Vivienne tendit la main et toucha son épaule, doucement. Tu m'as sauvé quand nous étions enfants et je n'ai rien pu faire pour toi à l'époque. Mais maintenant, je le peux. Maintenant, nous pouvons nous sauver l'un l'autre. Clinton sentit quelque chose céder dans sa poitrine. Un nœud serré de honte et d'insécurité qui y avait logé trop longtemps. Il regarda cette femme, cette PDG puissante aux cheveux blonds baignés de lueur lunaire, et ne la vit plus comme quelqu'un au-dessus de lui, mais comme quelqu'un à ses côtés, égale, réelle, humaine. « Merci, dit-il, et ses mots portaient plus de poids qu'elle ne pouvait l'imaginer. « Ne me remercie pas encore, dit Vivienne, et elle sourit, un vrai sourire qui transforma son visage. Je ne suis pas doué pour les relations. Je ne suis pas doué pour laisser les gens s'approcher. Je ne sais pas être autre chose que la reine de glace que tout le monde croit que je suis. Alors peut-être qu'on apprendra ensemble, dit Clinton. Je ne suis pas doué pour croire que je mérite de bonnes choses. Alors nous apprendrons tous les deux. Mathilda apparut sur la terrasse, leur faisant signe. « Papa, Miss Vivienne, venez à l'intérieur, il fait chaud. » Ils rebroussèrent en chemin ensemble, et lorsqu'ils atteignirent la porte, Vivienne s'arrêta. « Clinton, je veux que tu restes ici, toi et Mathilda, pas seulement ce soir, aussi longtemps que vous en aurez besoin. Cette maison est trop grande et trop vide pour une seule personne. Et je crois que j'ai été seul assez longtemps. » Clinton regarda sa fille, qui hochait déjà la tête avec enthousiasme, puis de nouveau Vivienne. « Tu es sûr? »« Je suis sûr, » dit Vivienne. « J'ai pris beaucoup de décisions dans ma carrière. Celle-ci est la plus facile que j'ai jamais prise. » Un an passa. Clinton devint le chef du département d'ingénierie mécanique chez Sterling Tech.
Son talent fut enfin reconnu et mis à profit. Mathilda fut inscrite dans une école privée où elle s'épanouit. Sa curiosité et sa gentillesse la rendirent populaire auprès des enseignants et des élèves. Vivienne dirigea l'entreprise avec une confiance renouvelée, plus isolée, plus obligée de jouer un rôle. Helen Farah fut licenciée après que l'enquête eut révélé qu'elle détournait des fonds, et le conseil présenta des excuses officielles à Vivienne et à Clinton. Le matin de Noël, les trois étaient assis dans le salon du domaine Constance, qui s'était transformé d'un décor vide en une vraie maison. Mathilda avait décoré le sapin avec des ornements qu'elle avait fabriqués elle-même, et l'odeur des pains à la cannelle emplissait l'air. Vivienne portait un pull doux au lieu d'un tailleur, et ses cheveux tombaient librement sur ses épaules. Clinton était assis près d'elle, à l'aise d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Mathilda distribuait les cadeaux, son excitation sans borne. Quand ce fut au tour de Vivienne, Clinton lui tendit une petite boîte. Elle l'ouvrit délicatement et découvrit un collier. C'était un bijou neuf, une chaîne en argent brillante et polie, avec un pendentif gravé de mots qu'elle lut à voix haute. « Pour la fille que j'ai sauvée et qui m'a sauvé en retour. » Vivienne leva les yeux vers Clinton, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu le garderas, » dit Clinton. « Dis que tu te souviendras que nous nous sommes retrouvés 2 fois contre toute attente et que cette fois, nous ne nous lâcherons plus. » Vivienne mit le collier, qui reposa juste au-dessus de son cœur. « Clinton, je ne vous lâcherai jamais, ni toi ni Mathilda. Vous êtes ma famille maintenant, tous les deux. » Mathilda grimpa sur le canapé entre eux et qu'ils restèrent assis ensemble et dans la chaleur du feu. Vivienne ne craignait plus les flammes, elle représentait désormais quelque chose de différent. De la lumière dans l'obscurité, de la chaleur dans le froid, de la sécurité au lieu du danger. Elle pensa à l'enfant terrifié qu'elle avait été et au garçon qui l'avait sauvée, et à quel point il aurait semblé impossible à l'époque qu'ils se retrouvent des décennies plus tard. Mais la vie les avait réunis à travers une tempête de neige, un acte de bonté et une série d'événements qu'on ne pouvait qualifier que de destin. Clinton tenait sa fille d'un côté et posait la main sur l'épaule de Vivienne de l'autre. Il pensa à son père, mort en héros, et espéra que d'une manière ou d'une autre, il savait que son sacrifice n'avait pas été vain. La fillette qu'il avait sauvée était devenue une femme forte, complexe et magnifique, et elle avait sauvé Clinton en retour. Non pas d'un incendie, mais d'une noyade plus silencieuse. L'érosion lente de l'estime de soi causée par des années d'invisibilité. Ils étaient 3 personnes qui avaient toutes été perdues à leur manière. Vivienne, prisonnière de son traumatisme et de son isolement. Clinton, enseveli sous la honte et les attentes basses. Mathilda, aspirant à la stabilité et à une famille complète. Et maintenant, grâce à un mélange de courage, de gentillesse et d'espoir obstiné, ils s'étaient trouvés. Ils avaient construit quelque chose de réel à partir des décombres de leur passé séparé. Dehors, la neige recommença à tomber, douce et légère cette fois, recouvrant le monde d'un blanc frais. À l'intérieur, le feu crépitait et les lumières du sapin brillaient. Et 3 personnes qui avaient été des étrangers 1 an plus tôt étaient assises ensemble comme une famille, non par le sang ni par l'obligation, mais parce qu'elles s'étaient choisies, parce qu'elles avaient vu le meilleur l'une chez l'autre quand le reste du monde détournait le regard. Parce que parfois, contre toute logique et toute attente, des personnes brisées peuvent se rassembler et créer quelque chose de complet. Et dans ce manoir qui avait jadis résonné de solitude, il y avait désormais des rires, de la chaleur et la paisible satisfaction de gens qui savaient qu'ils étaient chez eux.